Pour cette vidéo, nous allons nous séparer. C'est terminé, ce n'est pas possible. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu vas t'en mettre. Tu peux dégager s'il te plaît, merci. D'accord. Commençons par le Young Adult. Emily the Strange. Faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais un poster et j'ai encore un t-shirt d'Emily the Strange, il faut se le dire. Un personnage qui à la base était un logo, qui était vraiment juste une illustration, qui a fini par devenir une BD puis un roman. J'ai découvert le roman d'occasion, donc je l'ai pris direct, je me suis dit ça a l'air trop curieux. C'est écrit comme un journal. On va suivre Emily qui se retrouve dans une ville qui s'appelle Black Rock et en fait elle est amnésique. Elle a avec elle un carnet, un lance-pierre. Et voilà, elle se retrouve sur un banc, complètement amnésique, en train de chercher sa propre identité au travers de tous les personnages bizarres qu'il y a dans la ville. Ça m'a beaucoup fait penser à certains moments quand même à Mercredi Adams. Enfin, c'est quand même un des personnages qui sont assez similaires, c'est des jeunes personnages un petit peu moroses, un petit peu sarcastiques et assez sombres, donc je trouve qu'il y a quand même des ressemblances qui se trouvent là-dedans. On aurait très bien pu voir Mercredi dans ce genre de récit en fait. J'ai assez accroché parce qu'il y a beaucoup de dessins, d'illustrations, de détails, de lettres, etc. J'aime beaucoup ce genre de roman. C'est un roman donc pour la jeunesse, mais qui peut très bien convenir pour un adulte. Franchement, pour l'instant, j'adore. Des sagas très connues que je vais vous présenter, donc je vais pas m'étaler dessus. Trop beau ce que je lis avec ma petite sœur, à continuer. On verra si on continue. Pour l'instant, on est un petit peu en pause, mais c'est une saga qui est en cours. De Victor Dixon. Pareil, de Victor Dixon, j'ai terminé les 3 premiers tomes. Sachant que de ce que j'ai compris, il va faire une vingtaine de livres autour de cette saga Vampiria, etc. C'est une saga uchronique sur les vampires. Le premier tome se passe à Versailles, le deuxième se passe à Paris, le troisième se passe sur la mer. Ce tome-là était génial. C'est mon préféré des 3 puisque j'aime beaucoup l'univers de l'océan et il y avait des choses tellement intéressantes dans ce livre-là. Par contre, je ne continuerai pas les 3 prochains tomes parce que ça se passe aux États-Unis. Ça se passe avec des personnages qui me semblent pas assez intéressants à mon goût pour que je continue la saga. J'espère que les 3 prochains seront dans un univers qui me plaira plus. On verra ce qu'il va proposer dans quelques années par rapport à cette saga. Mais pour l'instant, je fais une pause concernant Vampiria. Rien d'étonnant, mais j'ai commencé le labyrinthe. J'en suis au tome 2. À voir si je continue. Pour l'instant, j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, pour l'instant, je l'ai commencé, mais il est un peu en pause, donc ça veut un peu tout dire. À voir si ça peut être sympa. Mais j'aime tellement le thème que je vais m'accrocher quand même. Le thème est quand même sympa. C'est un petit peu un délire à la Sa Majesté des Mouches. Voilà, des jeunes qui se retrouvent dans un labyrinthe. Ils comprennent pas pourquoi, ils sont un petit peu amnésiques. Qui se cachent derrière la construction de ce labyrinthe mortel en fait, pour le coup. À voir par la suite. La Faucheuse tome 3, je suis dedans, j'ai lu tout ça pour l'instant. J'ai eu une petite déception concernant le tome 2, sachant que j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur magistral, j'avais vraiment adoré, je l'avais fini à une vitesse. J'avais mis beaucoup d'annotations, donc ça veut tout dire. Le tome 2, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé le tome, je l'avais laissé de côté, et puis en fait, comme j'avais peur de pas me souvenir de ce qui s'était passé, je l'avais relu une deuxième fois, et en fait, je me suis rendu compte que c'était horrible en fait. C'était une lecture horrible parce que j'aimais pas du tout ce qui se passait dans l'histoire. Enfin, c'était un peu, pas soporifique, mais j'aimais pas particulièrement les personnages qui étaient présentés dans ce tome 2. La fin était intéressante, ce qui m'a fait enchaîner avec le tome 3. J'ai tellement eu un coup de cœur par rapport au tome 1 que je suis un petit peu déçue du niveau des prochains en fait, des suivants. Donc à voir comment ça se termine. Je vais aussi lire le tome 4 qui est sorti, mais c'est plutôt des recueils de nouvelles parce que j'aime beaucoup l'univers de la Faucheuse, j'aime énormément ce que ça propose. J'aime beaucoup les idées philosophiques qui sont transmises au travers du récit. J'aime beaucoup ce que fait Schusterman en règle générale. Donc je vais continuer, c'est vrai que j'ai un entrain un petit peu moins présent, mais je vais continuer. Anatomie Love Story, j'avais beaucoup aimé. Quand je suis arrivée vers la fin du roman, je me suis dit mais c'est obligé qu'il y ait un tome 2 là, c'est pas possible, puisque la fin était tellement ouverte, je me suis dit c'est impossible qu'il n'y ait pas un tome 2. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Apparemment il est un petit peu moins bon que celui-ci, mais je suis tout de même très curieuse de pouvoir le découvrir. On va suivre au 19e siècle une femme qui souhaite devenir chirurgienne et pour le coup elle est noble et en plus c'est une femme, donc c'est très compliqué pour elle de pouvoir réaliser son rêve. À l'aide d'un garçon qui ramasse des cadavres, enfin qui vole des cadavres dans les cimetières, elle va peut-être pouvoir réaliser son rêve. Et forcément ils vont créer des liens plus ou moins romantiques entre eux. Les couvertures sont magnifiques, il faut se le dire aussi.
Ensuite, en termes de fantastique, le tome 2 des Chroniques des Vampires d'Anne Rice. J'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé l'écriture d'Anne Rice. C'était une écriture vraiment très fluide, très belle, qui donne vraiment envie de découvrir le livre dans tous ses aspects. Ici, j'imagine qu'on va se concentrer sur les stats, ce vampire un petit peu insolent, intrusif et bizarre. Je pense que ça peut être très sympa d'en savoir plus sur les stats. Et j'ai hâte de découvrir le tome 3, qui sera donc la Reine des damnés. J'avais beaucoup aimé le film quand j'étais jeune. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié le film, mais moi j'ai adoré le film, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les musiques, la BO, j'ai l'album de la BO, c'est excellent, la BO est magistrale, je suis désolée. Donc j'ai trop hâte de découvrir aussi La Reine des damnés. Je pense que c'est une saga qui va beaucoup me plaire. Faut juste prendre le temps de la lire en fait pour le coup. Et je termine avec Sherlock Holmes et le démon de Noël. J'ai terminé les 3 premiers tomes des dossiers Cthulhu, donc voilà, tout simplement. C'est un mélange entre Sherlock Holmes et l'univers de Lovecraft, sachant que les tomes qui sont après s'intercalent entre l'histoire qui se passe dans les dossiers Cthulhu. C'est-à-dire que là, ça va se passer en 1890 et le dernier tome des dossiers Cthulhu se finit en 1910. Donc ça va être des histoires qui sont passées durant cette saga-là. En fait, ça va être des petites aventures comme ça. Donc là, il me reste encore... après ça, il y a encore 2 tomes qui sont sortis pour l'instant en France. Celui-ci, je me le lirai durant la période hivernale ou bien la période automnale, puisque c'est vraiment... ça correspond parfaitement. Hein. Bref. Bon, c'est là que j'interviens. Et c'est là que je pars. Non. Oh, la catastrophe. Les livres. Au revoir. À mon tour, la saga Overlord. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, donc ça va parler de mon gars, un maître de guilde dans un jeu vidéo qui s'appelle Yggdrasil et qui le jeu arrive à sa fin. En fait, ils vont arrêter les serveurs, etc. Donc tout le monde quitte la guilde excepté le maître, et il va se rendre compte qu'au moment où les serveurs doivent s'arrêter, le jeu ne s'arrête pas. En fait, le jeu continue, mais il y a quand même des différences. Il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des intelligences artificielles qui sont différentes de d'habitude. Enfin bref. Il va rester dans le jeu, qui on ne sait pas pourquoi continue, et il va se rendre compte qu'il est dans un monde un peu nouveau, et voilà, il va un peu réapprendre le jeu, sachant que c'est un nécromancien très puissant, donc il y a des situations un petit peu cocasses où les PNJ le prennent pour un gros nul, alors qu'en fait il est ultra puissant, et c'est assez marrant. Donc ensuite, je vais être tout seul sur cette partie-là, parce que bien sûr, nous allons parler de fantasy, comme madame est allergique. Elle a préféré fuir lâchement. Alors, Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc ça, c'est pas le premier tome parce que je l'ai prêté, je l'ai pas avec moi. C'est le deuxième que je n'ai pas encore lu. Voilà, c'est un univers très complet et complexe. Là, les premiers tomes parlent principalement de Deux Fleurs et Rincevent. L'un est un magicien un peu raté et l'autre est un touriste. Et c'est très drôle. Très sympa cette saga. J'ai lu le premier tome, donc il m'en reste plus que 4000 et j'aurai fini. Sans compter les hors-séries, on atteint 6 ou 7000 livres. Saga suivante, L'Agent des Ombres. Donc ça c'est le premier tome, L'Ange du Chaos, de Michel Robert. J'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes déjà sur 10. Saga très sympathique de Dark Fantasy, on va dire, qui nous parle de ce personnage, qui est Célandil de Cortavar, trahi par l'Empire de la Lumière. En fait, il y a 3 grandes entités qui se font un peu la guerre. Il y a l'Empire de la Lumière, il y a les Ténèbres et le Chaos. Donc voilà, c'est un humain, vite fait, quoi, qui a été trahi par l'Empire de la Lumière et laissé pour mort. Il rejoint un groupe de tueurs très secrets et très efficaces. Donc c'est sympa, c'est assez dark. Il est très cynique comme personnage, c'est teinté légèrement d'humour, hein, juste ce qu'il faut. Très, très sympathique série. Et puis il n'y a pas de problème de traduction vu que notre ami Michel Robert est un Français. J'enchaîne avec La Cité de Letton, qui est le premier tome de la saga de Daevabad de Chakraborty. Donc là, on est sur de la fantaisie orientale en fait. C'est en Égypte, c'est une jeune femme qui ne croit pas à la magie ni à rien du tout, qui vit un peu de larcin, de faux exorcismes, etc. Et justement, pendant un de ces faux exorcismes, elle va malencontreusement invoquer un ancien guerrier djinn. Et du coup, va s'en suivre tout un tas d'aventures fantaisistes et fantastiques dans un monde inconnu pour elle, dans la fameuse cité de Daevabad. Donc voilà. J'ai lu que le premier tome, c'est franchement très sympa, très prenant.
Avec, du coup, c'est vrai que ce côté oriental, on n'a pas forcément l'habitude, enfin moi du moins, j'ai pas forcément l'habitude de l'avoir dans les classiques comme David Gemmell, etc. Très sympa, c'est bien raconté. C'est une petite pavasse, mais finalement qui se lit très très bien. La saga, je pensais, était en 3 tomes, mais visiblement il y a un tome 3,5. Donc voilà, ça fera 4. Donc, vivement le deuxième. Ensuite, les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Putain, mais c'est terrible. Je suis sans arrêt dérangé. Mais de toute façon, dès qu'on parle de fantasy, Kali me déteste et fait tout pour me pourrir la vie. Voilà. Même en dehors de la caméra, c'est le cas, ne vous en faites pas. C'est limite si j'ai le droit d'avoir une bibliothèque à moi. C'est une honte. Ça va parler d'une bande de mercenaires voilà, qui vont se friter avec des forces qui leur sont un peu étrangères. Donc c'est très sombre, c'est très dark. Donc voilà, c'est raconté à la première personne, c'est le médecin de la compagnie qui parle, le doc. Le fait que ce soit raconté à la première personne, ça c'est original pour le coup dans ce genre de bouquin. Même les plus durs mercenaires dont font partie les personnages de la Compagnie Noire peuvent avoir peur de forces qui les dépassent. Voilà, très sympa. J'ai lu que le tome 1. Ensuite, David Gemmell, ou je sais pas comment, Gemmell. Du coup, ça c'est le cycle Draenei en fait, dont Légende c'est un peu son roman le plus connu. Et voilà, c'est le premier du cycle Draenei. Donc j'en ai lu, j'ai lu peut-être la moitié. J'ai dû en lire 6 ou 7 au moins des bouquins du cycle. Voilà, donc là, celui-ci, Légende, ça va parler de Drus, un de ses personnages phares, Drus la Légende, qui est un guerrier terrifiant. Toutes les batailles qu'il fait, il les gagne. En fait, il est toujours vivant, donc ça veut dire qu'il gagne ses combats. Accompagné de sa célèbre hache, Snaga, qui est une espèce de grosse hache à double tranchant qu'on voit sur la pochette. Ça parle de ses différentes aventures. Donc toute la saga Draenei tourne pas autour de Drus. Hein. Il y a des timelines complètement différentes. Ensuite, le cycle d'Elric de Michael Moorcock. Donc là, c'est une intégrale. Donc il y a les 10 bouquins du cycle d'Elric en fait qui sont là-dedans. Donc on dirait pas comme ça, mais il y a 1200 pages. C'est du papier à cigarette. Du coup, ça va parler d'Elric, un ancien empereur de Melniboné qui, l'empire, je veux dire, Melnibonéen, n'existe plus vraiment. Donc c'est un personnage qui a des problèmes de santé, il est albinos. Il me fait penser un peu physiquement, de loin dans le noir, à Geralt de Rive dans The Witcher. Sûrement parce qu'il a les cheveux blancs en fait, tout simplement. Et long. Mais du coup lui il est un peu malade, donc en fait il survit un peu au début grâce à des drogues et des médicaments herbaux, jusqu'à ce qu'il trouve son épée, qui s'appelle Stormbringer. C'est une épée du chaos, qui à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, en fait, elle absorbe son âme et une partie de son énergie vitale va à son propriétaire. Du coup, en quelque sorte, ça le soigne et il est un peu immortel, en fait, s'il tue suffisamment de gens. Ça parle d'Elric, qui est un personnage un peu très sombre et tout, parce qu'il a vécu des choses difficiles dès le début. Donc il a malencontreusement tué sa bien-aimée, été trahi par sa famille, etc. Donc, voilà. Comme tous les héros de fantasy. Hein. C'est écrit un peu à l'ancienne, ça date des années 60 à peu près, donc c'est une écriture, on le sent qu'elle est un petit peu plus ancienne, c'est un peu plus soutenu comme langage du coup qu'un roman contemporain, on va dire. Mais... Et enfin, je vais finir, mais je ne l'ai pas ramené parce qu'il nous aurait fallu une remorque, parce qu'il est trop gros, c'est Conan le barbare, Conan le cimérien. Donc voilà, c'est une pavasse géant, j'ai l'intégrale. Donc c'est pareil, j'en suis à peu près au tiers du livre. Ah, ça parle de Conan qui est un barbare. Exactement, Conan le barbare. Merci beaucoup. Conan le cimérien. Merci, au revoir. C'est le gros mec baraque qui tue tout le monde, qui va sauver la jeune dame en détresse et qui va tuer des méchants tous plus fantastiques et violents les uns que les autres. Donc, voilà pour la partie fantasy. Et maintenant, je vais pouvoir te laisser tranquille. Tu vas pouvoir parler de livres parfaitement inintéressants. Salut! Un livre qui a pris la poussière. Je l'ai acheté à l'époque, c'était en brochet quoi. C'était en France. C'était un truc de ouf. Donc en gros, il faut absolument que je lise le tome 2 de La Servante écarlate. C'est une obligation. Je sais que c'est pas vraiment la suite, ça va être des extraits et des petites histoires. Mais il y a quand même marqué, ah bah si, il y a marqué la suite. Donc on verra si c'est vraiment la suite ou si c'est juste dans le même univers. J'ai adoré ma lecture de La Servante écarlate, je l'avais lu durant le premier confinement. C'était super oppressant. J'ai adoré. J'ai le cycle des robots à continuer, j'ai lu le tome 1 Les robots de Asimov, avec cette belle édition. C'est un recueil de nouvelles, c'est plusieurs histoires avec différentes époques, différents styles de robots selon les époques, donc ça c'était super intéressant, donc j'ai hâte de découvrir la suite.
Nous avons la saga Annihilation, donc ça s'appelle la trilogie du rempart sud. J'ai lu le tome 1, c'était une lecture qui demandait beaucoup de concentration, beaucoup d'exigence, mais c'était tellement intéressant et tellement... c'était vraiment une horreur un petit peu latente, c'était flippant, enfin on avait l'impression d'être avec l'équipage. C'est un équipage qui va se diriger vers une zone X, où uniquement dans cette zone-là il se passe des choses étranges, la nature a changé, les personnes qui rentrent dans cette zone ont des comportements complètement étranges, ils finissent même par se suicider pour certains quand ils ressortent de cette zone. Bref, c'est une zone qui est à découvrir pour la science. On va suivre l'expédition de 4 femmes qui vont aller, donc c'est pas la première expédition, c'est la 11e, donc ils vont essayer d'aller comprendre ce qui se passe là-bas. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de découvrir la suite puisque c'est quand même une atmosphère qui me plaît, ce type de récit. Donc, je crois que c'est un style ça, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce genre de livre, c'est un weird quelque chose. On va continuer avec les sagas que j'ai en cours en termes de thriller. Nous avons la saga, alors je sais pas comment l'appeler, mais c'est, on va dire, la saga Amstramgram. Je considère ça comme une saga puisque si vous lisez les livres dans le désordre, vous vous faites spoiler certains éléments puisque l'enquêtrice qui s'appelle Ellen Grace est liée fortement à l'enquête à chaque fois. Donc si vous lisez le tome 2, ça c'est le tome 2 par exemple, Kuriko le Furet, vous allez avoir des spoils par rapport au tome 1, par rapport à l'enquête qui a été faite. Donc je considère ça comme une saga. J'en suis au tome... j'ai terminé le tome 3 il y a peu, donc il me reste... Le prochain c'est Au feu les pompiers. Voilà, à chaque fois les titres sont inspirés de comptines enfantines, etc. À chaque fois ça parle d'un tueur différent. Vous pouvez les lire dans le désordre, mais à vous risquez péril par rapport au spoil. Alors je sais pas si c'est vraiment une saga, mais j'ai pris Psychose 2 et Psychose 13. C'est la suite, c'est censé être la suite de Psychose. Psychose 2, ça va être Hollywood qui va essayer de reprendre l'histoire de Norman Bates. Et on va voir que Norman Bates va un petit peu s'en mêler, puisqu'il est enfermé dans un hôpital à ce moment-là, si je me souviens bien. Et dans ce tome-là, ça va être un parc d'attractions qui va être construit autour, toujours, de l'histoire de Norman Bates. Trop bizarre. Ça a l'air complètement farfelu. Je crois que les 2 prochains sont quand même beaucoup moins bons que le premier, mais c'est toujours curieux de découvrir les suites écrites par le même auteur en fait, c'est ça qui est bien. Les corps cachés, qui est la suite de Parfait. Ce livre a été adapté sur Netflix sous le nom de You, avec Joe Goldberg, etc. Enfin, je pense que vous connaissez. Donc là c'est la suite. Je sais pas si ça va ressembler à la saison 2 celui-ci. Moi j'ai vu toutes les saisons, j'ai pas trop aimé la 4, je l'ai arrêté en cours. J'ai vu que les 3 premiers on a regardé. Je ne sais plus. Bref, j'ai pas trop accroché, donc le livre j'aime beaucoup mieux. Nous avons, pour finir, une vieille saga que j'ai pas encore terminée, c'est la saga Millennium. Là, j'ai lu les 2 premiers, donc il me reste le 3, le 4 et le 5, sachant que le 4 et le 5 ont été écrits par un autre auteur, puisque celui-ci, cet auteur-là, est décédé. Il est décédé même avant la sortie du livre, je crois. Hein. Alors, il faut savoir que je n'aurais jamais lu ces livres si je n'avais pas vu les films suédois. C'est vraiment les films qui m'ont donné envie de lire les livres. Surtout le personnage de Noomi Rapace qui joue Lisbeth Salander. Et c'est vrai que c'est un style de roman sur lequel je ne me serais pas du tout accrochée, puisque c'est quand même, ça parle de journalisme, ça parle de politique. C'est pas trop mon truc à la base, donc, mais je me suis laissée happer par certains personnages que j'aime beaucoup. On se retrouve dans un autre décor. Car j'ai oublié plusieurs sagas en cours que j'avais dans ma bibliothèque. Alors, je sais pas vraiment si c'est des sagas, mais en tout cas, ce sont des livres qui ont un tome 2. Un bébé pour Rosemary, j'ai lu le tome 1 et il y a un tome 2 qui s'appelle Le fils de Rosemary. Apparemment, il est moins bon. J'ai envie de le découvrir malgré tout, parce que je suis quand même curieuse de savoir ce qui est devenu ce petit bébé. Ensuite, nous avons Dr. Sleep, qui fait suite à Shining, où on va retrouver Danny Torrance, qui est aide-soignant et qui est alcoolique et paumé, comme l'était son père. Il a toujours ses pouvoirs surnaturels, apparemment il apaise les souffrances des mourants, et il va rencontrer une jeune fille de 12 ans qui serait pourchassée par un étrange groupe de voyageurs. J'ai eu l'occasion de lire la trilogie, les 3 premiers tomes de la saga Ring. Moi je les ai lus avec une intégrale. J'ai lu l'intégrale comme ceci, puis je voulais vraiment acheter les 3 tomes de façon vraiment séparée.
surtout dans les éditions Pocket Terror. J'ai aussi lu Sadako, donc S, qui fait référence bien sûr à la trilogie. Mais par contre il me manque à lire Ring Zero, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Si vous avez terminé la saga Ring, je vous conseille de pas trop attendre pour découvrir S parce que j'ai vraiment la moitié du livre, je ne savais plus du tout de quoi ça retournait. Et il y a des éléments qui sont très importants qui font référence à la trilogie et j'ai pris du temps à faire le lien. Et quand j'ai fait le lien, j'ai fait waouh, en fait c'est génial. Et il faut avoir les éléments pour faire le lien en fait. Il y a Fight Club que j'ai commencé, ça fait des années que j'ai commencé. Des années et il faut absolument que je le termine un jour dans ma vie quand même. Il y a un second livre qui est sorti et qui est aussi sous format roman graphique, donc à voir. J'ai adoré le film. Je m'interdis de le revoir parce que je l'ai vu beaucoup de fois, mais là ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, tant que je n'aurai pas fini Fight Club. Voilà. J'ai les livres de sang de Clive Barker. Je sais pas si c'est vraiment intégral, mais en tout cas je sais qu'il y en a plusieurs, donc moi j'ai lu le premier tome. C'est un ensemble de 6 nouvelles dont la première nous relate et nous explique ce que sont les livres de sang, et cette nouvelle est un petit... comme la plupart elles sont dégueulasses, hein, il faut se le dire. Il y a aussi dans ce livre le train de l'abattoir qui a été adapté en film. Contrairement aux évangiles et carates que j'ai lus, que j'ai trouvé vraiment dégueu, celui-ci ça va, il y a des nouvelles qui sont plutôt soft, des nouvelles un petit peu dégueu, il y a des mélanges qui sont assez intéressants. Vous avez vraiment des nouvelles qui vont ressembler à un conte et des nouvelles qui vont ressembler à un pur film d'horreur en fait. Alors comment expliquer ça? Murakami, donc Ryu Murakami et non Haruki Murakami. Donc Ryu Murakami c'est vraiment quelqu'un qui va dépeindre le Japon d'une façon très sombre, qui va toucher à tous les vices qui entourent le Japon, enfin, que ce soit sexuel ou moral ou tout ce que vous voulez. En fait ça va vraiment tourner très souvent autour du côté sombre du Japon. Alors que Haruki Murakami, c'est plutôt le côté réalisme magique, tout ça, enfin, rien à voir, les deux, absolument rien à voir. Ecstasy, c'était mon premier Murakami. C'est une histoire en 3 tomes, avec des noms vraiment qui donnent vachement envie, et c'est même pas ironique, hein. Vous avez Mélancolia, et vous avez Thanatos. Et cette trilogie s'appelle La monologue sur le plaisir, la lassitude et la mort. Franchement, c'est super curieux, on a envie de le découvrir. Le problème c'est que j'ai pas du tout aimé le tome 1. C'était très dur et heureusement que j'ai pu lire un autre livre de Murakami, Miso Soup, où j'ai vraiment adoré, donc comme quoi c'est pas une question d'auteur. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ça va parler du sadomasochisme, et donc ça va être un homme qui va rencontrer une femme qui va l'initier à cette pratique, à ces différentes pratiques. Le problème c'est que j'ai trouvé que c'était très soft. C'était très soft, très répétitif. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est propre à la littérature japonaise dans un certain sens, mais j'ai trouvé le récit extrêmement répétitif, et je me répète quand je lis ça, un petit peu comme l'auteur. Il y a beaucoup de scènes avec de la drogue, j'imagine que c'est pour que les protagonistes puissent se lâcher, puisqu'il y a aussi un problème de retenue dans la sexualité japonaise, de ce que nous énonce l'auteur dans ce livre. Bref, l'histoire n'est pas aussi psychologique, n'est pas aussi philosophique que je l'aurais aimé. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer là-dessus parce que normalement, moi, si un tome 1 ne me plaît pas, je n'enchaîne pas. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais acheté les 3 tomes d'un coup, étant persuadée que j'allais adorer. Et je sais pas, je pense que quand j'aurai fini tous les Murakami que j'ai dans ma palle, il est fort possible que je relaisse une chance à Murakami si ça vaut le coup. C'est à vous de me dire, je ne sais pas.